Bonsoir à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Graines pour mener. Bonsoir Chelsea. Bonsoir Stéphanie, bonsoir à tous. Une édition particulièrement chargée entre Haïti, l'international et la région caribéenne. Sans oublier l'Afrique et les grands enjeux mondiaux qui retiennent l'attention. Au sommaire de cette édition. En Haïti, la situation reste marquée par le renforcement des dispositifs de sécurité à l'approche des grands rassemblements populaires alors que les autorités multiplient les tournées dans la zone métropolitaine. On note également une forte inquiétude après l'enlèvement de James Boyard, haut cadre de la PNH, dont le sort demeure inconnu. Sur le plan économique, la crise du carburant continue autour du terminal de Vareux, malgré l'annonce d'une baisse officielle des prix des produits pétroliers. Dans le domaine éducatif, le gouvernement maintient le passage automatique des élèves de la première à la troisième année fondamentale, tandis que 46 jeunes haïtiens obtiennent des bourses d'études pour Taïwan. Enfin, plusieurs projets institutionnels sont en cours, notamment la création de l'Université publique de l'Ouest et la réflexion sur la modernisation des forces armées d'Haïti. À l'international, les tensions restent vives entre les États-Unis et l'Iran, malgré des efforts diplomatiques en cours. La guerre en Ukraine continue de s'intensifier avec des attaques de drones et des bombardements massifs. En Europe, une vague de chaleur extrême frappe plusieurs pays, tandis que les débats sur la migration et la sécurité s'intensifient. Le G7 poursuit ses discussions sur la guerre en Ukraine et les équilibres mondiaux. En Amérique latine, la Colombie entre dans une phase politique décisive avant son second tour électoral. En Afrique, plusieurs défis majeurs persistent. L'Afrique du Sud a rapatrié des milliers de migrants en situation irrégulière dans un contexte migratoire tendu. Le continent fait face à un déficit important d'enseignants estimé à plusieurs millions d'ici 2030. Au Cameroun, la situation alimentaire reste critique dans certaines régions affectées par les conflits. Enfin, la coopération régionale se renforce notamment entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso dans la lutte contre le terrorisme. Caraïbes, les enjeux environnementaux et économiques restent importants. En Guadeloupe, les incendies de broussailles mobilisent fortement les secours. À Cuba, les coupures d'électricité continuent de perturber le quotidien. La Barbade met en avant la finance durable et la diaspora à travers un forum économique régional. Et la Dominique poursuit son développement touristique axé sur le bien-être et la nature. Sur le plan culturel, le poète haïtien James Noël remporte le prix Mallarmé 2026. La réalisatrice Jessica Généus est également récompensée à l'international pour son film Marie-Madeleine. Et voilà pour les titres de ce magazine. On passe maintenant au développement de l'actualité en commençant par Haïti. Chelsea, on ouvre ce magazine avec une situation qui malheureusement ne cesse de se détériorer en Haïti. La dégradation sécuritaire dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Malgré les opérations policières annoncées, le climat reste extrêmement instable, presque imprévisible. Oui, Stéphanie, et pour bien comprendre la situation, il faut voir qu'on n'est pas seulement face à des incidents isolés, on parle aujourd'hui d'une fragmentation sécuritaire du territoire. Certaines zones échappent encore totalement au contrôle de l'État, ce qui oblige la police nationale d'Haïti à intervenir dans un environnement extrêmement hostile, avec des moyens limités, une logistique fragile et une pression opérationnelle permanente. Et dans ce contexte déjà très tendu, l'enlèvement de James Boyard vient encore alourdir le climat. Et cet enlèvement est particulièrement symbolique. James Boyard n'est pas un citoyen ordinaire. Il occupe un poste stratégique au sein de l'appareil
étatique comme chef de cabinet du ministre de la Défense. Cela signifie que même les structures proches du cœur de l'État sont vulnérables. Et cela envoie un message très fort, presque inquiétant. Aucune institution n'est totalement à l'abri. Donc, ce n'est plus seulement une crise de sécurité publique, mais une crise de confiance institutionnelle. C'est exactement ça, et c'est ce qui rend la situation encore plus complexe. L'État doit non seulement combattre l'insécurité, mais aussi restaurer son autorité symbolique. Autre crise majeure, celle du carburant. Le terminal de Vareux reste au centre des tensions. Oui, Stéphanie, Vareux, c'est en réalité le cœur énergétique du pays. C'est là que repose une grande partie de l'approvisionnement national en produits pétroliers. Mais aujourd'hui, ce cœur est en état de dysfonctionnement quasi permanent entre les blocages, les tensions sécuritaires et les difficultés logistiques. La chaîne d'approvisionnement est fortement perturbée. Et pourtant, une baisse officielle des prix a été annoncée par les autorités. C'est là toute la contradiction du moment. Sur le plan administratif, les prix ont effectivement été revus à la baisse pour l'essence, le diesel et le kérosène. Mais dans la réalité quotidienne, cette décision reste largement invisible pour la population parce que la disponibilité du produit n'est pas garantie. Sans carburant accessible, la baisse des prix perd son impact concret. Donc, on est dans une situation où la politique économique ne se traduit pas encore dans le vécu des citoyens, Chelsea. Exactement, et cela crée une frustration sociale, mais aussi une pression économique sur les transports, les activités commerciales et les ménages. Sur le plan diplomatique, Haïti a récemment accueilli une visite de très haut niveau, Chelsea, celle du secrétaire de l'ONU, Antonio Guterres. Oui, Stéphanie, cette visite est hautement symbolique. Elle intervient dans un contexte où la crise haïtienne est devenue un dossier prioritaire sur la scène internationale. Antonio Guterres a rencontré non seulement les autorités, mais aussi les victimes directes de la violence. Son message est particulièrement fort. Il qualifie la situation haïtienne de l'une des crises humanitaires les plus graves de l'hémisphère occidental. Et il a aussi adopté un ton assez critique envers la communauté internationale. Oui, il a retenu implicitement que la réponse internationale n'a pas été à la hauteur des attentes. Il appelle désormais à une mobilisation plus structurée, plus rapide et plus coordonnée, notamment sur 3 axes: sécurité, aide humanitaire et renforcement institutionnel. Dans le même temps, une mission de l'OEA était également présente dans le pays. Exactement. Et les discussions ont porté sur la stabilité politique et les perspectives institutionnelles. L'objectif est clair: éviter un effondrement prolongé de l'État et accompagner une transition vers un cadre plus stable et fonctionnel. Le temps d'essouffler un peu, Chelsea? Observons une courte pause. Dans l'année 1882, tout le monde te pensé pays nous Haïti tap fin péri en bas maladie verret. Pièce docteur et spécialiste pas capable de faire rien. Mais avec concours maman nous Marie Notre-Dame du Perpétuel Secours, Haïti sauvé en bas force maladie ça. Ou même qui c'est petite maman Marie qui vive New York, et spécialement dans Brooklyn, commencez souke corps parce que paroisse Saint-Jérôme dans Brooklyn ak famille petite maman Marie, évitez nous toutes dans belle neuvaine maman perpétuelle qui pral fête sous thème. Ak maman perpétuelle, miracle la pral fête pour Haïti. Sorti 18 pour arriver 26 juin, depuis 6 heures dans soir pour arriver 10 heures, neuvaine ça fête dans l'église Saint-Jérôme qui dans 2900 Avenue Brooklyn, New York 11226. Dans la foi, nous avons rassemblé pour nous capables de remettre libération au pays d'Haïti dans même moment perpétuel. Ou même qui malade, ou même qui découragé, qui est petit ou cap bon problème, venez pour nous demander moment perpétuel pour nous secours. Map tout dit nous, c'est Père Franzi petit homme petite maman Marie qui pourra faire neuvaine ça ensemble avec nous. 27 juillet 2026, jour fête maman perpétuelle.
tout haïtien, drapeau pays nous nan men nous, après rassembler dans basilique Notre-Dame du Perpétuel Secours qui dans Brooklyn, pour nous dire maman perpétuelle merci. Parce que nous croyons à concours li, miracle la pral fête pour Haïti. C'est Monseigneur Robert Brennan qui a présidé belle célébration ça. Et c'est Père Franzi qui a prêché dans l'occasion ça. Mes amis, parlez parole là, racontez tout le monde parce que nous ça, c'est là pour là. Pour toute information, relais frère Charles Joseph dans 347 777 75 16 ak Père Hilaire dans 718 462 02 23. Ak maman perpétuelle, miracle la pral fête pour Haïti. De retour après cette pause, autre initiative importante, la rencontre avec les autorités et le secteur vaudou. Oui, c'est une démarche qui dépasse la simple symbolique. Dans un pays profondément fragmenté, le dialogue national ne peut pas se limiter aux acteurs politiques traditionnels. Le vaudou représente aussi une composante culturelle, sociale et identitaire majeure de la société haïtienne. Donc, c'est aussi une tentative de reconstruire un lien social? Absolument, Stéphanie, et dans le contexte actuel, toute initiative visant à renforcer la cohésion nationale est stratégique. Dans le secteur éducatif, une mesure continue de susciter débat, le passage automatique des élèves. Oui, cette décision est principalement motivée par une réalité. Les conditions d'apprentissage sont tellement difficiles dans certaines zones que le système risque de perdre massivement des élèves. Le passage automatique est donc vu comme un mécanisme de sauvegarde du parcours scolaire, mais il pose une vraie question sur la qualité des apprentissages et le niveau réel des élèves. Donc, c'est un équilibre difficile entre accès et exigence. Exact. Mais il y a aussi des perspectives positives, Chelsea. Oui, Stéphanie, notamment avec les 46 bourses d'études avec Taïwan, c'est un signal important car malgré la crise, des jeunes haïtiens continuent d'avoir accès à des formations internationales dans des domaines stratégiques comme la technologie, l'ingénierie ou les sciences appliquées. Et sur le plan humanitaire? Les organisations internationales poursuivent leurs interventions dans les sites de déplacés. On parle de distribution alimentaire, des soutiens psychologiques et d'assistance d'urgence. Mais les besoins restent largement supérieurs aux ressources disponibles. Observons encore une pause et à notre retour, nous parlerons d'actualité internationale. Les temps difficiles, les peuples ont cherché espoir, les familles ont cherché chimé ciel là pour demander secours. Bon Dieu toujours ban nou yon maman qui pas chambre suspendre la prière. Fondation Famille Petite Marie ensemble avec Paroisse Saint-Jérôme de Brooklyn invite nous vivre yon gros moment la prière à travers neuvaine Notre-Dame du Perpétuel Secours. Qui gen pour thème ak maman perpétuelle miracle la pral fête pour Haïti. Pendant 9 jours sa yo, n'a réuni dans la prière, dans adoration, dans la foi ak dans l'espoir pour demander bon Dieu visiter chaque grain haïtien, bénir famille yo, guérir maladie yo et puis renouveler courage peuple ya. Sorti 18 pour arriver 26 juin 2026, la fête chaque soir depuis 6 heures pour arriver 10 heures dans paroisse Saint-Jérôme 2900 Newkirk Avenue, Brooklyn, New York 11226. Grand rendez-vous ça a privé dans Bicli ak yon la messe solennelle et spéciale qu'a fait 27 juin dans basilique Notre-Dame du Perpétuel Secours de Brooklyn. Ak yon gros possession alentour basilique là. Et puis songez, nous c'est haïtiens et pays nous c'est Haïti. Marcher ak drapeau nous pour nous capable lever pays nous billet devant maman bébé. Si ou gen yon chay pour porter, yon faveur pour demander, yon miracle pour tendre, pas rater tant la grâce ça. Vini ak famille ou, vini ak zami ou, vini ak la foi ou, parce que avec maman pépé, pas gen la prière qui perdit, pas gen de l'eau nanger, bon Dieu pas ouais, pas gen situation li pas ka transformer. Pour plus d'informations, nous capables de contacter Frère Charles avec Père Hilaire dans le numéro qui est affiché. Ak Maman Perpétuelle, miracle après le fête pour Haïti.
Merci d'être encore des nôtres. On quitte Haïti avec une impression de crise multiple, mais la situation mondiale n'est pas plus apaisée. Exactement, Chelsea. Nous passons aux actualités à l'échelle internationale où l'on observe une accumulation de tensions sur plusieurs continents. En Ukraine, le conflit continue de s'intensifier avec des frappes de drones et des bombardements sur des infrastructures stratégiques. La guerre entre dans une phase où les impacts civils et économiques deviennent encore plus lourds. Et aucune sortie de crise ne semble se dessiner pour le moment. Non, et cela rend la situation encore plus préoccupante à long terme. Et concernant les tensions entre les États-Unis et l'Iran, Le dossier nucléaire reste au centre des discussions internationales malgré quelques signaux diplomatiques. La méfiance structurelle entre les deux pays demeure très forte. en Europe, la chaleur devient de plus en plus un sujet de santé publique majeur. Ce qui pouvait être considéré comme des épisodes exceptionnels il y a quelques années semble désormais s'installer dans la durée. Et oui, Chelsea, et c'est précisément ce qui inquiète les climatologues et les autorités sanitaires. L'Europe fait face à ce qu'on appelle désormais des vagues de chaleur prolongées et répétées. Ce ne sont plus des événements isolés, mais une nouvelle réalité climatique saisonnière. Les températures atteignent régulièrement des niveaux extrêmes, parfois proches ou au-delà de 40 degrés dans certaines régions du sud et même du centre de l'Europe. Absolument. On parle ici d'un impact systémique, d'abord sur la santé publique. Les hôpitaux enregistrent une hausse des cas de déshydratation, de coups de chaleur et de complications cardiovasculaires, surtout chez les personnes âgées et les populations vulnérables. Ensuite, sur l'économie, les travailleurs en extérieur, notamment dans le bâtiment et l'agriculture, voient leur productivité fortement réduite. Il y a aussi la question des infrastructures. Eh oui, c'est un point crucial. Les réseaux électriques sont fortement sollicités à cause de l'utilisation massive de la climatisation. Dans certaines villes, cela provoque même des risques de surcharge. Et à cela s'ajoute l'agriculture qui subit des sécheresses répétées, des pertes de récoltes et une pression croissante sur les ressources en eau. Donc, on est face à une crise qui n'est pas seulement météorologique, mais profondément structurelle. Absolument, et plusieurs gouvernements européens commencent à adapter leurs politiques publiques. Plan canicule renforcé, adaptation urbaine, végétalisation des villes et réflexion sur la transition énergétique accélérée. Parlons maintenant de politique mondiale. Le G7 poursuit ses discussions dans un contexte international particulièrement tendu. Oui, Chelsea, le G7 se retrouve aujourd'hui face à un monde fragmenté où plusieurs crises se superposent. Guerre en Ukraine, tensions au Moyen-Orient, instabilité mondiale et fragilité des chaînes d'approvisionnement. L'enjeu principal pour les grandes puissances est de maintenir une forme de coordination dans un environnement où les intérêts nationaux prennent souvent le dessus. Donc, il ne s'agit plus seulement de coopération, mais de gestion de désaccords. Exactement, et cela rend les décisions plus complexes. Le G7 tente de maintenir une ligne commune sur 3 axes majeurs, la sécurité internationale, la stabilité économique et la transition énergétique. Mais les divergences entre membres restent importantes, notamment sur les stratégies à adopter face au conflit en cours. Et au Royaume-Uni, un autre débat fait beaucoup réagir, la régulation des réseaux sociaux pour les mineurs. Oui, Chelsea, le gouvernement britannique envisage des mesures particulièrement strictes pour les moins de 16 ans, allant jusqu'à une restriction ou un encadrement renforcé de l'accès aux plateformes sociales. L'objectif affiché est de protéger les jeunes contre les effets négatifs des réseaux sociaux, addiction, exposition à des contenus violents ou inadaptés, cyberharcèlement et impact sur la santé mentale. Mais cette décision ne fait pas l'unanimité.
Non, loin de là. Les défenseurs des libertés numériques estiment que ces mesures pourraient limiter la liberté d'expression et l'accès à l'information des jeunes. Les entreprises technologiques, elles, s'inquiètent des implications techniques et économiques d'une telle régulation. On est donc face à un débat de société profond qui dépasse largement la seule question technologique. Donc, c'est un équilibre difficile entre protection et liberté, Chelsea. Exactement, Stéphanie, et ce débat pourrait influencer d'autres pays européens, car la question de la régulation du numérique devient mondiale. Et si on essoufflait, Chelsea? Ben oui, avant de faire place aux actualités africaines. Stéphanie, on est de retour. En Afrique, la situation sécuritaire reste extrêmement préoccupante, notamment dans la région du Sahel. Une nouvelle attaque a visé l'aéroport de Niamey au Niger, ce qui relance les inquiétudes sur la capacité de contrôle de l'État dans certaines zones sensibles. Et oui, Chelsea, et ce type d'attaque n'est pas isolé. Il s'inscrit dans une dynamique plus large d'instabilité sécuritaire dans la région sahélienne. Ce corridor est devenu un espace de forte pression entre les groupes armés, forces gouvernementales et réseaux transfrontaliers. L'attaque contre une infrastructure stratégique comme un aéroport montre clairement une volonté de perturber les symboles de souveraineté de l'État. Donc, on ne parle plus seulement d'attaques locales, mais de cibles stratégiques. Exactement. Et cela complique les efforts de stabilisation malgré les opérations militaires régionales et la coopération internationale. Autre situation critique, la République démocratique du Congo, où l'épidémie d'Ebola continue de se propager. Et ce qui inquiète particulièrement les autorités sanitaires, c'est la persistance du virus dans certaines zones rurales difficiles d'accès. Cela complique le suivi des cas, la vaccination et la prise en charge rapide des patients. Ebola reste une maladie à très forte létalité et chaque retard dans la réponse peut entraîner une recrudescence des infections. Donc, on est dans une course contre la montre sanitaire. Absolument, et cela mobilise à la fois les autorités congolaises et les organisations internationales de santé. Chelsea, au-delà des crises immédiates, il y a aussi un défi structurel majeur, l'éducation en Afrique. Oui, Stéphanie, l'Union africaine tire la sonnette d'alarme sur un déficit massif d'enseignants. On parle d'environ 15 millions d'enseignants supplémentaires nécessaires d'ici 2030. Cela reflète une double réalité, la croissance démographique rapide et l'insuffisance des investissements dans les systèmes éducatifs. Donc, même si les enfants vont à l'école, encore faut-il qu'il y ait des enseignants pour les encadrer. Exactement. Et ce déséquilibre risque d'avoir des conséquences à long terme sur le développement économique du continent. Mais il y a aussi des efforts de coopération. Oui, notamment en Afrique de l'Ouest, où plusieurs pays renforcent leur stratégie commune contre le terrorisme. On observe une volonté de coordination accrue, car aucun État ne peut faire face seul à ces menaces transfrontalières. Donc, une logique de réponse collective, Chelsea.
Absolument, Stéphanie, et c'est devenu une nécessité plus que choix politique. Dans la Caraïbe, la Guadeloupe fait face à une série d'incendies de broussailles alimentés par une sécheresse persistante. Les services de secours sont fortement mobilisés pour éviter une extension de feu vers des zones habitées. Et cela pose aussi la question du changement climatique dans la région. Et oui, clairement, ces phénomènes deviennent plus fréquents et plus intenses, ce qui oblige les autorités à renforcer les dispositifs de prévention et de gestion des risques naturels. À Cuba, la situation est également difficile. Et oui, les coupures d'électricité continues traduisent une fragilité du système énergétique. Cela impacte directement les hôpitaux, les écoles, les entreprises et même la vie quotidienne des familles. On est face à une crise énergétique structurelle. Et en République dominicaine, où l'affaire de la discothèque Jet Set continue de faire la une de l'actualité. Plus d'un an après l'effondrement du toit de l'établissement à Saint-Domingue qui avait causé la mort de plus de 230 personnes lors d'un concert du chanteur Ruby Pérez, la justice poursuit son travail. Oui, Stéphanie, cette catastrophe avait profondément bouleversé le pays. Elle avait soulevé de nombreuses questions sur la sécurité des infrastructures accueillant du public et sur les contrôles effectués par les autorités compétentes. Aujourd'hui, une nouvelle étape vient d'être franchie avec le renvoi en justice des propriétaires de la discothèque Chelsea. Les enquêteurs estiment que plusieurs négligences auraient contribué au drame. Les familles des victimes, elles, continuent de réclamer toute la lumière sur les circonstances exactes de cette tragédie qui reste gravée dans la mémoire collective dominicaine. Au-delà de la procédure judiciaire, cette affaire relance également le débat sur la responsabilité des exploitants d'établissements publics et sur la nécessité de renforcer les normes de sécurité afin d'éviter qu'un tel drame ne se reproduise. Et pour de nombreuses familles, l'enjeu aujourd'hui est autant la recherche de justice que le devoir de mémoire envers les victimes de cette catastrophe sans précédent dans l'histoire récente du pays. Mais la région n'est pas seulement dans la crise, Chelsea. La Barbade, par exemple, mise fortement sur la finance durable et l'innovation économique pour attirer les investissements internationaux. L'idée est de transformer le pays en hub financier régional stable et moderne. Et la Dominique, Chelsea. La Dominique développe une stratégie centrée sur l'écotourisme. Avec ses ressources naturelles, ses sources thermale et sa biodiversité, le pays cherche à construire une économie touristique durable, moins dépendante des crises extérieures. Et maintenant, Chelsea, retrouvons Nedjine pour les actualités sportives. Bien sûr, Stéphanie, bonsoir Nétine, heureuse de t'avoir encore avec nous cette semaine. Dis-nous, que s'est-il passé dans le sport? Bonsoir Chelsea, bonsoir Stéphanie, bonsoir à tous nos téléspectateurs. L'actualité sportive reste largement dominée par la Coupe du Monde 2026. La sélection haïtienne a manqué son entrée dans la compétition en s'inclinant 1-0 face à l'Écosse. Malgré ce revers, les Grenadiers ont montré un visage encourageant, notamment en seconde période avec plusieurs occasions créées. Le sélectionneur Sébastien Minier continue d'afficher sa confiance et estime que la qualification demeure possible dans ce nouveau format de compétition. À l'approche du choc face à Brésil, plusieurs sujets retiennent l'attention. L'état de santé de Dukens Narzon reste incertain alors que Josué Casimir est pleinement opérationnel. Les Grenadiers ont poursuivi leur préparation à Philadelphie dans une ambiance studieuse. Sur les réseaux sociaux, Ricardo Adé a lancé un message de mobilisation à l'endroit de ses supporters. Bataille la peu fini, nous pas plaguer bail. Tandis qu'une pétition réclamant un réexamen de certaines décisions arbitrales du match Haïti-Écosse a recueilli un important soutien
populaire. La sélection haïtienne continue également de susciter le respect de plusieurs observateurs internationaux. Le défenseur brésilien Douglas Santos a notamment salué les qualités physiques et l'intensité de jeu des Grenadiers avant la rencontre entre les deux nations. Dans les autres rencontres, le Mexique est devenu la première équipe qualifiée pour les 16e de finale après sa victoire contre la Corée du Sud. Le Canada a impressionné en écrasant le Qatar 6-0, notamment grâce à un triplé de Jonathan David. L'Argentine a dominé l'Algérie 3-0 avec un Lionel Messi exceptionnel, auteur d'un triplé historique qui lui permet d'égaler le record de Miroslav Klose parmi les meilleurs buteurs de l'histoire du tournoi. La France a parfaitement débuté sa campagne en battant le Sénégal 3-1 porté par un doublé de Kylian Mbappé. Parmi les belles histoires de cette Coupe du Monde figure également celle du gardien capverdien Vozina, âgé de 40 ans, auteur d'une prestation remarquable face à l'Espagne. Le Portugal a été accroché par la République démocratique du Congo 1-1, tandis que le Brésil a également été tenu en échec par le Maroc lors de son entrée en lice. En dehors du terrain, plusieurs sujets alimentent l'actualité. La Tunisie a décidé de se séparer de son sélectionneur Sabri Lamouchi après la lourde défaite concédée face à la Suède. Hervé Renard est annoncé comme favori pour prendre les commandes de la sélection. Le Real Madrid a officialisé l'arrivée du défenseur français Ibrahima Konaté en provenance de Liverpool. Par ailleurs, plusieurs fédérations nationales, dont Haïti, ont réagi aux propos du président de l'UEFA, Alexander Ceferin, concernant le niveau de certaines rencontres du mondial, rappelant que chaque qualification représente un exploit historique pour de nombreuses nations. En basketball, les New York Knicks sont les grands vainqueurs de la saison NBA. La franchise new-yorkaise a remporté son premier titre depuis 1973 en dominant les Spurs de San Antonio en finale. Porté par un Jalen Brunson exceptionnel, le club a également battu plusieurs records commerciaux après son sacre, confirmant son immense popularité à travers le monde. Le projet de création d'une future NBA Europe continue de progresser et pourrait transformer durablement le basketball européen dans les prochaines années. Sur les courts, plusieurs joueurs se distinguent à quelques jours de Wimbledon. Aryna Sabalenka poursuit sa préparation après avoir évoqué des difficultés mentales traversées à la suite de Roland-Garros. Alexander Zverev continue son retour au premier plan, tandis que Daniil Medvedev poursuit son parcours au tournoi de Halle. Chez les femmes, Alexandra Eala a créé la surprise en éliminant Elena Rybakina pour atteindre les quarts de finale à Berlin. En cyclisme, Tadej Pogacar confirme son statut de favori pour les grandes échéances estivales grâce à ses excellentes performances sur le Tour de Suisse. L'actualité a également été marquée par l'annonce du forfait de Wout van Aert pour le prochain Tour de France, ainsi que par le décès tragique du jeune coureur irlandais Sean O'Brien lors d'un entraînement. Autre actualité sportive, en Formule 1, plusieurs débats ont animé le paddock après le Grand Prix de Barcelone, tandis que Lewis Hamilton continue de démontrer sa compétitivité au plus haut niveau. En rugby, le retour annoncé d'Antoine Dupont constitue l'un des principaux sujets avant les prochaines échéances du top 14. Enfin, en athlétisme, Noah Lyles a une nouvelle fois marqué les esprits avec une performance exceptionnelle sur 150 mètres, confirmant son statut parmi les meilleurs sprinteurs de la planète. Et voilà ce qu'il fallait retenir de l'actualité sportive de cette semaine. Merci Chelsea, merci Stéphanie et à la semaine prochaine. Merci Nedjine. Chelsea, en refermant ce magazine, on a le sentiment d'un monde traversé par des tensions multiples sur plusieurs continents en même temps. Oui, Stéphanie, ce que montre cette édition, c'est une forme d'interconnexion des crises sécuritaires, économiques, climat, santé. Aucun continent n'est totalement épargné. Mais on observe aussi des efforts de résilience, de coopération et de reconstruction. Haïti reste au cœur de ces défis, avec une urgence particulière sur la sécurité et la stabilité. Exactement. Et c'est ce qui donne encore plus de sens à ce type de rendez-vous journalistique. Comprendre,
expliquer et relier les événements pour mieux saisir les enjeux du monde. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous très bientôt pour une nouvelle édition de Graines Promenées.